Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Mon nom est Chantal Coulombe, je suis présidente et chef de la direction du Collège administrateur de société et à nouveau cette semaine, il me fait vraiment très plaisir de vous accueillir pour discuter cette fois-ci de gouvernance, de gestion de crise, de prise de décision dans un contexte qu'on peut dire totalement bouleversé. Le Collège, cette semaine, vous propose un entretien avec Mme Annick Mongeau, ASC, associée fondatrice du cabinet Mongeau-Pellerin, avec une grande feuille de route que vous pourrez lire si vous le souhaitez sur le site web du Collège. Ça va bien, Annick? Ça va très bien, oui. Alors, premièrement, merci d'être avec nous. Peut-être nous parler brièvement de tes constats depuis le 13 mars dernier en fonction de ton expérience, le regard que tu poses notamment sur les équipes de direction, conseil d'administration, qui ont clairement été forcées d'ajuster leur vitesse grand V depuis les dernières semaines, peut-être d'entrée de jeu. Tu sais, Chantal, on a beau avoir des plans de gestion de crise qu'on a travaillés, qu'on a pratiqués. Je pense pas qu'il y ait une crise qui nous ait préparés à ce qu'on vit en ce moment. D'une part au niveau de l'intensité, mais d'autre part au niveau de la durée dans le temps. Écoute, une pandémie comme celle-là, où l'activité économique, non pas d'une ville ou d'une province, mais globalement du monde entier est mis sur pause à des moments différents, avec des chutes de revenus aussi dramatiques, il n'y a pas un plan qui nous prépare à ça. L'autre chose, c'est la durée dans le temps. On est quoi à 7 semaines? Donc, une crise qui dure aussi longtemps, avec des impacts aussi soutenus. Puis on le voit, hein, je ne sais pas quand Montréal va être déconfiné, ça va demeurer difficile pour longtemps. J'ai vu, bien évidemment, notre équipe est déployée dans des organisations, dans des cellules de crise depuis le tout début. Écoute, il y avait des équipes qui étaient vraiment prêtes. Je pense à une organisation dont la structure, la cellule de crise en gouvernance aplanie était fonctionnelle dès le début janvier. Donc, eux voyaient arriver, on parlait de la COVID, il y a eu, je te dis début janvier, mais c'est peut-être à la mi-janvier, voyaient cette tendance-là du côté de l'Asie et déjà, ils avaient mis en place leurs procédures, de telle sorte qu'ils n'ont pas été pris par surprise quand le premier ministre a fait le fameux point de presse du jeudi dont on se souvient tous. Je pense à une autre organisation qui, 3e de février, c'est une organisation où, en logistique informatique, avait des contrats un peu partout dans le monde, donc ils voyaient venir cette pandémie-là et déjà, tout le monde était équipé en télétravail. Donc, au moment où, même une semaine avant l'annonce du premier ministre, le président de l'entreprise avait déjà décidé de mettre l'ensemble des équipes en télétravail pour s'assurer que ça roule, hein, parce qu'on l'a tous vécu, là, ça prend un certain temps à se structurer puis à être bien organisé au niveau du télétravail. Il y a d'autres organisations qui ont complètement été prises de surprise par cette annonce-là. Quand on a annoncé la fermeture des écoles et là qu'on voyait que la fermeture des entreprises allait suivre, il y a certaines équipes qui ont été complètement déstabilisées. Et quand je dis, et qu'ils le sont encore, nous, on voit encore des entreprises qui n'ont pas été capables de se revirer de bord encore aujourd'hui. Et je te dirais qu'un des constats les plus importants, là, si on a une chose à retenir pour les prochaines gestions de crise, au-delà des communiqués tout faits et tout ça, c'est vraiment le processus de décision. Quand ta vice-présidence finance, vice-présidence TI, ressources humaines, et là, nomme-les toutes, là, continue à travailler comme ça, de façon verticale, ça ne fonctionne pas parce qu'elles le font en mode COVID. Donc, on prend la charge de travail additionnelle d'une crise et aux opérations courantes. Et là, ça prend 2 semaines là, à se revirer de bord puis à dire qu'est-ce qu'on déleste et qu'est-ce qu'on continue. Et juste ce temps-là nous fait perdre un temps précieux sur de la prise de décision stratégique. Donc, ça, c'est vraiment des constats que j'ai vus dès le départ, la difficulté aux équipes de se constituer en cellule de crise et d'aplanir le processus de décision.
On ne peut pas se permettre d'avoir des processus de décision qui finissent plus de finir, qui sont très longs et qui nous font perdre un temps précieux dans notre réorganisation des affaires. C'est ce que je te dirais d'entrée de jeu. Ça fait beaucoup de sens. Puis d'ailleurs, on a reçu plusieurs questions, Annick, en lien avec cette idée de processus décisionnel, comment on se structure. Quelqu'un nous demandait, Marie-Christine Lompré nous demandait notamment, on devrait-tu créer un comité exécutif, même si normalement, c'est pas quelque chose de recommandé. Alors, comment on peut peut-être aller un peu plus loin dans cette idée de structure aplanie au niveau du processus décisionnel? Mais d'abord, il faut faire la distinction entre le conseil d'administration et la structure et le processus de décision de l'équipe de direction. Dans les conseils où je suis, par exemple, au niveau du président du comité ressources humaines, président du comité de vérification, évidemment, le président du conseil d'administration qui a un rôle hyper important là-dedans. Il y a une communication qui est constante entre ces joueurs-là. On se tient informé, on est au courant et on voit les choses. Donc, est-ce qu'on a besoin de constituer de façon formelle avec des réunions organisées, structurées? Ça peut peut-être être lourd pour la direction. Comme administrateur, notre travail, c'est vraiment d'être très supportant pour l'équipe, d'être disponible, de prendre des nouvelles. Puis, je vais vous donner des exemples. Il y a des conseils d'administration. Ce qu'ils ont fait, ils ont, dès la première, dès que la crise a été déclenchée, ils ont identifié quelques indicateurs clés qu'ils doivent suivre tout au long de la crise. Une fois par semaine, ces indicateurs-là sont transmis aux membres du conseil d'administration. Et si c'est nécessaire, il y a un appel de 15 minutes pour suivre le plan de crise. OK? Alors, ça peut être une façon de fonctionner. C'est rapide, ça nous permet de pouvoir mettre à contribution l'expertise des administrateurs. Tu sais, si on a été choisi en fonction des compétences, bien, c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut aiguiller. Là où ça devient, il faut être très prudent, c'est pas de se retrouver dans les opérations parce qu'avec la volonté de vouloir aider, on peut nuire plus que d'autres choses. Donc, je pense que le trio là, des présidents de comité et du président du conseil d'administration avec le chef de la direction est important. Maintenant, sur le plan de l'équipe de direction, puis je vais vous montrer une structure qui est une structure que, dans ce cas-ci, a été travaillée par McKinsey, mais on n'a rien inventé. C'est une structure qui vient de l'époque militaire où on travaille je vais appeler ça en centre de commandement aplani, unifié. C'est-à-dire qu'on passe de nos vice-présidences comme ça à la verticale et on retransforme de façon complète les équipes. Si on peut peut-être partager, je ne sais pas si vous êtes en mesure de partager l'image, ça va permettre à... Alors, ça, c'est une cellule de crise. Je vous amène dans le haut, vous voyez le cercle qui est l'équipe intégrée. Donc, on a une cellule de crise, puis vous pouvez la moduler de la façon dont vous le souhaitez. L'important, c'est que vos 4 ou 5 cercles, dans une organisation où j'ai travaillé pendant la crise, on avait 6 petites équipes comme ça. Et vous voyez que c'est aligné sur des piliers de la crise, des déterminants. Et que les équipes sont multi. On a des gens des ressources humaines, de la sécurité, du légal, des communications, des finances, de l'approvisionnement. Donc, l'idée est de se former des équipes multi et où on n'est plus, par exemple, un vice-président finance. On devient, en quelque sorte, le leader d'une de ces équipes-là. Et ce que ça permet, c'est que dans notre cellule de crise en haut, vous avez votre cellule qui, dans un monde idéal, travaille soit physiquement ensemble quand c'est possible, mais travaille ensemble en continu. On met en place nos indicateurs de performance pendant la crise qui sont clés et ça permet à la cellule de crise de passer des commandes directement aux équipes plutôt que de passer par les procédures habituelles où le vice-président passe une commande au directeur, qui passe une commande à son analyste, qui passe une commande à une autre personne de son équipe. Il faut être capable d'être agile et on est dans du top-down.
vous allez, dans certaines organisations, quand on met en place ces équipes-là et qu'on les a pas travaillées au préalable, on a de l'humain à gérer. OK? On a de l'humain à gérer parce que on peut avoir un extraordinaire vice-président en informatique, mais en situation de crise, il va se retrouver dans une situation où il va moins bien réagir. Vous avez peut-être remarqué, il y a des talents qui se révèlent en gestion de crise. Il y a des personnalités qui vont vraiment, qu'on va découvrir. Alors, cette cellule-là de travail permet d'être hyper efficace. Donc, comme administrateur, si on pose la question, avez-vous une cellule de crise et comment votre modèle opérationnel va se déployer? Si on travaille encore en silo, le processus de décision va être beaucoup trop long. Puis, évidemment, ça se traduit soit par de la perte d'efficacité, puis évidemment, à une érosion encore plus importante des revenus. Alors, cette référence-là, elle se module, elle s'adapte, mais ça vient de l'époque des stratégies militaires. Ici, au Québec, en ce moment, la Sûreté du Québec travaille avec des structures de gouvernance aplanies. Ceux qui sont habitués dans des situations de crise ont déjà tout ça. C'est moins naturel du côté des entreprises que d'avoir des modèles organisationnels et décisionnels structurés de cette façon-là. C'est vraiment intéressant. Puis ça rejoint probablement, on a reçu beaucoup de questions en lien justement avec la confiance. Pour certaines organisations, en janvier, ils étaient déjà structurés, puis ils étaient déjà en matière de gestion passée. Les équipes étaient outillées pour aller travailler à la maison. Pour d'autres, le 16 mars, c'était, comme on en discutait, un peu surprenant. Cette confiance-là entre la direction, le conseil, l'idée du micromanagement, quand on a une direction qui est peut-être un petit peu moins prête, ou même un président de conseil un peu moins de leadership, probablement qu'il n'y en avait pas avant la crise, il n'y en a pas nécessairement davantage après la crise. Qu'est-ce que tu conseilles? Comment on peut travailler ces éléments-là de confiance et d'impact? 2 types de personnalités, en fait plus que 2, mais souvent, le conseil d'administration va choisir un président et chef de la direction en fonction de là où l'entreprise est rendue dans son histoire de vie. Alors, si par exemple, votre plan stratégique est un plan qui était axé sur les acquisitions, sur la croissance par acquisition, vous avez probablement choisi un président et chef de la direction qui avait une personnalité un peu plus marketing, un peu plus fonceur, qui est un peu plus audacieux. Si vous sortez d'une acquisition, vous sortez d'une importante transformation ou restructuration, probablement que le profil de votre chef de la direction est un leadership mobilisateur, est un leadership de compromis, est un leadership d'intégration des équipes. Peut-être que ce sont des personnalités qui vont être moins confortables dans une situation de crise parce que oui, la mobilisation est importante en situation de crise, mais c'est militaire. Il faut que ça roule, il faut que ça descende, puis il faut que les équipes se secouent et soient capables de s'ajuster. Alors, connaissant le profil de votre président et chef de la direction, idéalement, votre plan de gestion de crise a déjà identifié qui vont être ses alliés et vraiment sa cellule. C'est là que un président de conseil expérimenté va peut-être faire le choix d'être en communication beaucoup plus fréquente avec un chef de la direction compte tenu du type de personnalité. Dans d'autres cas, puis je pense à certaines organisations, le chef de la direction est extraordinaire. Il s'est reviré de bord, les plans sont faits, ça a été déployé. Alors là, c'est plus un rôle de support. C'est un rôle d'encouragement parce que cette crise-là, c'est un marathon. Il va y avoir des moments de découragement. Il va y avoir des moments où vous savez, il y a une chose qu'on dit souvent, on est seul au sommet. Hein? Alors, s'il y a une chose qui est importante, c'est le support du président et chef de la direction pour pas qu'il se sente seul au sommet. Il va avoir besoin, à un moment donné, d'être capable d'être évidemment soutenu, mais d'avoir quelqu'un à qui parler et de ventiler. Et ça peut être un rôle important du président du conseil. Maintenant, si votre président du conseil, vous ne l'avez pas vu pendant la crise, il n'y a à peu près pas eu de rencontre de planifier,
c'est sûr qu'il y a un doute qui va s'installer au sein du conseil d'administration. Vous allez souhaiter vouloir peut-être rentrer un peu plus dans le niveau de détail. Et c'est là où il y a peut-être un rôle des présidents de comité. Donc, comme administrateur, c'est pas le temps de bombarder l'équipe de direction de questions opérationnelles ou toutes nos activités statutaires puis de reporting. C'est sûr que c'est pas le temps de faire des dépenses qui dépassent largement les limites d'autorité établies. Il y a un minimum, mais en même temps, il faut se donner un peu de flexibilité puis il faut les aider. Il faut pas leur nuire. C'est toujours la préoccupation que j'essaierai d'avoir. Est-ce que l'intervention que je m'apprête à faire aide ou elle nuit? Est-ce qu'elle me sécurise moi ou elle aide l'organisation? Donc, il faut le voir vraiment du point de vue de l'organisation plutôt que comme une opération qui va viser à nous sécuriser nous-mêmes par rapport à notre profil d'administrateur ou notre rôle. C'est intéressant. Puis d'ailleurs, on a une question justement là-dessus. À ton avis, est-ce que le profil des administrateurs va avoir à évoluer pour faire face à la suite des choses? Peut-être avant que tu répondes à ça, parce qu'on parlait de résilience, tu vas sûrement me parler de résilience parce qu'on a une question de Lisanne Dosti justement au niveau de la relance, pour la suite, jusqu'à quel niveau les conseils pourront ou devront se préoccuper de la structure interne, de l'organigramme, considérant que d'habitude, ça relève de la direction générale. Comment tu vois les choses là-dessus pour demain? En fait, je pense que le rôle du conseil, vous allez constater, puis vous l'avez peut-être déjà constaté, il y a une certaine panique qui s'installe au sein des équipes de direction en ce moment. Évidemment, probablement que tous les plans stratégiques que vous avez faits tiennent à peu près plus ou pas complètement dans ce contexte de pandémie-là. Moi, je m'attends à ce que les conseils d'administration demandent aux équipes de réaliser des mises à jour de plans strat pour au moins 12 à 18 mois. Donc, ça, comme conseil, moi, c'est clairement quelque chose que je demanderais. C'est quoi notre plan stratégique tampon? Parce que vous allez voir des réflexes où, devant la catastrophe des résultats financiers, vous allez voir des équipes de direction proposer des changements de modèle d'affaires au complet. Et là, il ne faut pas non plus céder complètement à la panique. Il va y avoir, dans un certain temps, mais il va y avoir un retour à une normalité. C'est pas vrai que le contexte COVID, il y a des choses qui changeront pas. Je pense que le télétravail va être appelé à demeurer. Ça va prendre encore un peu de temps avant qu'on se retrouve dans des activités sociales ou des grands événements très, très rapprochés les uns des autres, c'est sûr. Mais c'est pas vrai que tout va être bousculé à jamais et que 100% des plans stratégiques que vous aviez ne tiendront plus. Ils vont évidemment avoir besoin d'être réajustés. Il faut juste faire attention, puis j'ai en tête une situation où là, il y avait une proposition d'investissement important de CAPEX pour dans les 12 à 18 mois. Mais là, tu te dis, OK, mais après 18 mois, on va revenir vers une certaine normalité. Il va y avoir un désintéressement de l'équipe par rapport à ces investissements-là. Et est-ce que ça va être de l'argent qui va être perdu ou est-ce que l'idée va perdurer dans le temps? Le projet va-t-il perdurer dans le temps? Donc ça, comme administrateur, là, le réalignement stratégique, c'est là où vous avez un rôle qui est fondamental. L'autre point que je pense qu'on va voir de plus en plus être intégré dans les plans stratégiques, vous aurez remarqué, on a beaucoup parlé de performance au cours des dernières années. On a peu parlé de résilience. Donc, quelle est notre capacité comme organisation à encaisser un choc? Oui, on fait des stress tests là, au niveau, par exemple, des liquidités. On en fait beaucoup au niveau financier. Mais peut-être qu'on n'en a pas fait assez sur notre capacité organisationnelle à développer et à poursuivre nos activités. Donc, j'ai l'impression qu'on va voir de plus en plus dans des plans strat des axes liés à la résilience et la capacité de l'entreprise d'encaisser des chocs pour les prochaines années. C'est intéressant parce qu'effectivement, ça se peut qu'à certains endroits, la panique soit prise ou les plans stratégiques, parce que tu parles de 12 à 18 mois, revoir la fenêtre.
Donc, pas nécessairement changer le plan de match des 25 prochaines années. C'est peut-être plutôt la gestion du changement là, qui a pris de la vitesse présentement. Oui, puis il faut s'adapter parce que Montréal, c'est pas le reste du Québec. En ce moment, il y a vraiment un écart important sur l'acceptation sociale des mesures de protection, que ce soit le port du masque en public, que ce soit les règles de distanciation de 2 mètres. Le Grand Montréal est vraiment dans une classe à part par rapport au reste du Québec. Alors ça, c'est une préoccupation aussi dans la mise en place d'activités commerciales et de mesures. Il n'y a pas de one size fits all. Donc, il va y avoir un ajustement vraiment à considérer, que ce soit sur le plan opérationnel ou que ce soit sur le plan stratégique. Il y a des marchés qui vont probablement être fermés pour encore un petit bout. Il y a d'autres marchés qui tranquillement vont se réouvrir. Puis à travers tout ça, on doit garder en tête qu'il y a probablement une deuxième vague. Donc, faire face à la première, c'est une chose. Ça va être quoi notre capacité à faire face à la deuxième? Ça, c'est et c'est ça le rôle du conseil, c'est d'être capable d'axer les discussions en ce moment sur ce qui s'en vient, pas sur le reporting de ce qu'on a fait. Justement pour venir en support aux équipes de direction, pour les aider à accroître la qualité puis les nourrir dans cette réflexion stratégique-là. Puis on avait une question là-dessus. À ton avis, la crise actuelle, à quel point va-t-elle accélérer la consolidation des marchés? C'est une question qui nous venait de Richard de la Fontaine, qui est ASC. Bien, elle est intéressante, la question. Ça va dépendre des secteurs d'activité. Évidemment, ça va dépendre du dollar disponible. Il n'y a pas de temps, tu sais, à part être en télémédecine en ce moment, être une entreprise qui en informatique qui a pu vraiment faire des ventes exceptionnelles à cause du télétravail. Il n'y a pas tant de secteurs d'activité-là. Bien, évidemment, si vous êtes une biotech en train de travailler sur un vaccin, ça va peut-être être le pactole. Mais si, au-delà de ces exceptions-là, si on prend l'ensemble des secteurs d'activité, le coût est incroyable. Alors oui, probablement qu'il va y avoir une consolidation parce qu'on regarde juste dans plusieurs secteurs d'activité, les chiffres varient. Là. On passe de 10 à 50% des entreprises qui ne traverseront pas la crise. Donc oui, il va y avoir des entreprises disponibles à l'acquisition. La question, c'est que si tu es dans ce secteur d'activité-là, probablement que tu n'as pas les liquidités ou le dollar disponible ou encore la capacité de financement pour être capable de faire des acquisitions. Donc, ça va vraiment dépendre des secteurs et des capacités financières. Mais oui, les entreprises qui n'ont pas trop amputé, qui ne sont pas trop endettées, qui n'ont pas trop amputé leur capacité de financement, qui avaient des flux de trésorerie intéressants, vont probablement avoir plus de capacité que les entreprises qui étaient davantage endettées pour tirer profit de cette situation-là. Ce sera aussi à nos institutions à être présentes pour soutenir nos organisations là-dedans, par contre. Hein. Ils auront un rôle à jouer. Cette facture-là, on va tous la payer à un moment donné. Hein? Si on regarde le nombre de milliards qui sont investis en soutien, c'est parfait, mais ça va bouleverser l'économie pour des années à venir. Oui. Balancer l'opportunité à travers tout ça, effectivement. Annick, on avait une question qui est arrivée de Jean Miro, je pense que tu connais, qui demandait si, à ton avis, on allait voir une différence dans la gouvernance spécifique du réseau de la santé. Je suis partagée entre... en fait, j'ai envie de vous dire oui, mais je me demande si c'est un souhait ou une réalité, c'est-à-dire que... J'espère, parce que autant le réseau peut avoir une certaine expertise et a bien réussi dans certains cas, autant c'est une grosse machine. C'est une grosse machine. Il y a clairement eu des ratés, comme il y en a toujours pendant les crises.
Ceci dit, il doit y avoir une réflexion de fond sur comment on rapproche les soins des citoyens. Et c'est pas vrai que quand tout est décidé en haut de la pyramide, qu'on a une lecture juste des besoins du terrain et ces besoins-là varient d'un endroit à l'autre. On a une expertise de médecins, d'infirmières, de pharmaciens, de plein d'autres professionnels sur le terrain qui, je pense, est nettement sous-exploité en ce moment. Ouais. Ça va vite, hein? Il nous reste quelques minutes. Peut-être une question qui est arrivée. Peux-tu identifier 4-5 questions clés là, avec lesquelles on devrait partir comme administrateur, peut se dire, bon, quand ça va être le temps, on devrait adresser ces éléments-là prioritairement? La première des choses, là, c'est les mesures de sécurité des employés. Ça, c'est très important. Et moi, je le vois, il y a un décalage entre les entreprises qui ont œuvré à titre de service essentiel et les entreprises qui vont commencer à se déconfiner. Et là-dessus, je vous soulève un point, les taux de contamination, puis je vous donne un exemple dans une organisation. Au cours des 2 dernières semaines, il n'y a eu aucun cas, puis c'est un cas de service essentiel, aucun cas COVID positif qui a été contaminé venant d'un client. C'est-à-dire que ce sont les équipes de travail entre elles qui se contaminent. Donc, il y a une baisse de la garde. Quand on côtoie quelqu'un de façon régulière, que c'est notre collègue de travail, t'as beau porter un masque, si tu arrives dans la salle de repos, tout le monde enlève le masque, puis on a vu des cas où les gens allaient luncher ensemble dans leur voiture. Alors, et à ce moment-là, puis on l'a vu avec l'usine de Limel, puis on l'a vu aussi avec l'usine de transformation de viande à Chambly, ce sont des équipes complètes qui tombent. Alors, il faudra se poser des questions sur l'aménagement des lieux de travail, sur notre confiance au respect des règles de distanciation sociale. Est-ce qu'on veut créer des équipes stratégiques qui ne se croisent pas pour s'assurer que si on a une équipe qui tombe, c'est pas 100% des talents clés qui tombent en même temps? Est-ce que dans certaines organisations, on va comme employeur exiger le port du masque ou demander le port du masque? Si vous travaillez dans une entreprise qui reçoit des clients, jusqu'où vous allez vouloir aller à cet égard-là? Il y a tout un débat sur le masque, mais ça mérite qu'on s'y attarde. Deuxième point, c'est c'est quoi notre plan stratégique temporaire? Faire attention à la panique, intégrer la notion de résilience pour être capable de se préparer à une autre vague ou à d'autres pandémies éventuellement. L'autre élément, c'est est-ce que nous avons des talents clés qui se sont révélés pendant cette crise-là et à qui on peut donner des responsabilités pour la suite des choses? Et enfin, on a peut-être tendance à oublier nos parties prenantes pendant cette crise-là. On est très focalisé sur l'équipe de direction. Comment on est allé chercher, que ce soit les actionnaires, mais l'ensemble des parties prenantes, où sont-ils? Où sont-elles plutôt dans leur évolution? Est-ce qu'elles nous ont bien suivis? Est-ce qu'elles ont bien compris? Comment on peut les mobiliser à travers cette crise-là? Parce qu'on va en avoir tellement de besoin pour la suite des choses. Voilà. Mais merci, ces 4 points très intéressants. Peut-être qu'on pourra même les mettre par écrit pour que les gens puissent les reprendre. Souvent, je vous invite à faire mettre quelques points de la discussion qu'on a eue sur une feuille, prendre quelques minutes pour vous aider, vous, dans votre réflexion d'administrateur, d'administratrice. Alors, ces 4 éléments-là sont certainement le take-away que moi, je prendrai et qu'on mettra par écrit, peut-être, Annick, pour l'offrir aux gens aussi. Je te remercie d'avoir pris du temps pour t'entretenir avec nous. Très, très utile. On avait beaucoup de monde au rendez-vous. Merci à tous pour votre temps, pour votre dévouement, pour votre contribution à nos organisations et à la suite des choses. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Yann Simon. Donc, plusieurs d'entre vous connaissent, où on viendra discuter de l'impact de la mouvance dans les marchés notamment. On vous confirme la date. Là, je m'avance, mais c'est le 19 ou le 20. Là, on a un petit enjeu technique. Alors, on vous communiquera ça d'ici demain. Je vous souhaite à tous une belle semaine et portez-vous bien. Merci encore.